C'est une maladie transmise par une mouche et qui touche essentiellement l'Afrique subsaharienne, la trypanosomiase humaine, communément appelée maladie du sommeil. Alors comment se transmet-elle? Quels sont les symptômes? Quelles sont les conséquences? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes avec le docteur Gastelu Etchegory, épidémiologiste. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors on va parler de tout ça, mais avant je vais vous proposer de regarder ce reportage, plutôt porteur d'espoir, puisqu'en Côte d'Ivoire, le nombre de cas a considérablement baissé. Entre 2015 et 2018, seulement 8 cas de maladie du sommeil ont été recensés. L'an prochain, d'ailleurs, le pays demandera à l'OMS de reconnaître l'éradication de cette maladie sur son sol. Des résultats obtenus grâce à un programme national de lutte. On va tout de suite regarder le reportage de Cléophas Mossala avec Marie Valeret. Colobin Koulibaly revient de loin. Des mois à écumer médecins et guérisseurs pour soigner ses maux, mais rien n'y fait. Ses proches pensent à un mauvais sort jusqu'à ce qu'on lui dépiste la maladie du sommeil. J'étais très affaibli. Quand je partais, je ne pouvais pas travailler. La nuit, le jour, je dormais tout le temps. Ça a dû mes activités, je ne pouvais pas faire ce que je pouvais faire avec le fort. Il n'y a plus de force, je ne vais plus au champ. Une guérison longue et non sans séquelles, Colobin a dû abandonner son activité agricole. Bonon, comme d'autres villages ivoiriens, est un foyer de la trypanosomiase, plus connue sous le nom de maladie du sommeil. Provoquée par un parasite, elle est transmise à l'homme par la célèbre mouche tsetse. Les symptômes, insomnie, fièvre, maux de tête, une maladie qui peut être mortelle en l'absence de traitement, d'où l'importance d'un bon diagnostic. Si nous faisons un faux diagnostic biologique, cela va sans dire que le malade peut échouer dans son traitement. Donc, nous suivons les étapes pour rechercher vraiment le parasite dans le sang. Des années de lutte appuyée en Côte d'Ivoire ont permis de faire reculer drastiquement l'épidémie. Voilà. Ici, on s'attaque au vecteur de la maladie, la mouche, à l'aide de pièges comme celui-ci. On a les écrans qui sont des bandes de tissu sur lesquelles on a imprégné l'insecticide. Et ces insecticides, les mouches au contact de ce tissu vont être tuées. Un programme de lutte efficace, mais pas encore suffisant. En santé publique, les termes sont clairs. Il y a l'élimination d'abord et on va à l'éradication. Pour le moment, nous sommes au stade de l'élimination en tant que problème de santé publique. L'enjeu pour ces équipes, continuer d'informer la population à un moment où la maladie est moins vue comme une menace. Bonsoir, docteur Gastelu Etchegory. Alors, on vient de voir le reportage en Côte d'Ivoire. Est-ce que le coordonnateur du programme de lutte était quand même assez prudent, finalement, dans ce qu'il disait? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'éradication de la maladie ou bien plutôt d'éradication en termes de santé publique? C'est une distinction importante, je crois. Alors, il y a beaucoup de nuances là-dedans. On va rester prudent de toute façon. Il l'a dit, il y a d'abord l'élimination en termes de santé publique et ensuite l'éradication. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. En Côte d'Ivoire, il se rapproche en effet de l'élimination, mais on assiste à des progrès dans maintenant beaucoup de pays. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faut faire cette distinction-là? C'est-à-dire en termes de santé publique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens ne meurent plus, mais que la maladie existe quand même? Oui, exactement. Ça veut dire qu'elle ne pose plus vraiment un problème. Ça veut dire qu'on peut la diagnostiquer et la traiter très facilement, mais malheureusement, il reste encore du parasite et il reste encore des mouches, ce qui veut dire que la transmission a lieu. D'accord. Alors bon, là on a vu dans le reportage que la lutte contre la maladie est passée vraiment par des pièges contre la mouche tsetse. Est-ce que c'est la seule façon d'éradiquer cette maladie? Non. Non, ce n'est pas la seule façon parce qu'il existe deux maladies du sommeil. Il y en a une plutôt à l'est de l'Afrique et dans laquelle le bétail joue un rôle important dans la transmission. Le bétail est malade et donc il va transmettre à d'autres vaches, mais aussi à des hommes. Et il y a la forme de l'Ouest où c'est une forme uniquement humaine. Pratiquement uniquement humaine. Et là, en traitant les patients, eh bien, on casse ce cercle de transmission et on arrive à réduire finalement le nombre de malades qui réduit la transmission et on est dans un cercle vertueux. Et c'est vrai que le panorama de la maladie du sommeil a radicalement changé il y a 10-15 ans et on est en train de rentrer dans ce cercle vertueux. Alors, je voudrais bien qu'on revienne sur le mode de transmission de la maladie. Peut-être qu'on va pouvoir voir le schéma. Ce n'est pas tout à fait le même mode de transmission. Vous disiez, voilà, on va voir le schéma. Il y a une transmission qui passe essentiellement par les animaux, d'autres d'humain à humain. Est-ce que c'est les mêmes symptômes? Alors, oui, pratiquement ce sont les mêmes symptômes, mais il y a une forme, celle de l'Est, qui peut être
traînarde. Celle qu'on appelle etc. la rhodésienne. Voilà, la rhodésienne C ou Afrique de l'Est, d'une manière générale. L'Afrique de l'Ouest peut être quelque chose d'assez rapide, 2 ans, 3 ans, enfin, c'est quand même long, et avec des signes qui sont plus francs et plus marqués. On voyait sur le schéma de la transmission que c'est une maladie qui touche le cerveau. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on appelle cette maladie du sommeil? C'est une maladie qui touche le système nerveux central, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, il y a une première phase dans laquelle le parasite va envahir le sang et les ganglions. Et on va avoir de la fièvre, hein, on va avoir des fatigues et des ganglions qui vont être augmentés en volume. Mais cette forme ressemble à beaucoup d'autres maladies. Et très souvent, il y a une mauvaise interprétation. Et malheureusement, petit à petit, le parasite va gagner le système nerveux central, envahir le cerveau, et ça va donner non pas un sommeil, c'est une forme assez, ça serait optimiste, mais une espèce de coma qui va être de plus en plus important, avec une cachexie, c'est-à-dire que les gens ne mangent plus, s'alimentent très mal, maigrissent, et finalement meurent très souvent d'autres infections ou de la maladie du sommeil. Je crois qu'il existe d'autres types de transmission. Alors on parlait de chez les animaux, mais aussi d'être humain à être humain, notamment, comment dire, ça peut passer de la mère à l'enfant, je crois aussi. Oui, tout à fait. Il existe en effet ce type de transmission. Il y en a d'autres qui ont été décrites. Elles restent quand même marginales par rapport au rôle que joue la mouche tsetse dans la transmission. Mais ce sont des formes qui existent et il nous faut y faire attention, évidemment. Il y avait également, je crois, des cas documentés de transmission par les rapports sexuels. Exactement, c'est à ça que je faisais allusion quand je disais qu'il en existait d'autres. Mais vous savez, on est très curieux devant ce type de cas et quand on en découvre un, ça donne lieu à quelques articles, c'est évident. Mais la transmission dans sa forme majoritaire se fait par la mouche tsetse, qui est une mouche difficile de toute façon, dont la lutte est difficile et qui demande des moyens importants et aussi des moyens socio-économiques relativement importants. Je vous donne une image. Moi, j'ai travaillé en Ouganda pendant longtemps, dans l'après-guerre. Il y avait pas mal de pièges, mais c'était difficile de garder des pièges quand les gens n'avaient rien pour s'habiller et qu'ils récupéraient finalement les tissus pour se faire des habits. Donc, il faut que les conditions socio-économiques soient aussi là pour que la lutte et les programmes de contrôle soient efficaces. Est-ce que cette mouche tsetse, elle est toujours porteuse du parasite qu'on voit, du parasite? Paradoxalement, c'est un mauvais vecteur. C'est-à-dire qu'il y a peu de mouches qui vont attraper le parasite, le trypanosome, et le transmettre, soit à du bétail pour l'Est, soit à un homme. Parce que, pardonnez-moi, peut-être qu'on peut rappeler, c'est que le bétail, en fait, est un réservoir de ce parasite, c'est bien ça? Exactement. Pour la trypanosomiase, donc la maladie du sommeil de l'Est, le bétail est un réservoir. Pour celle de l'Ouest, il n'y a que l'homme, finalement, qui transmette. Donc, évidemment, quand on veut lutter contre la maladie de la rhodésienne C, de l'Est, il faut porter ses efforts dans la lutte antivectorielle et traiter le bétail. Quand on veut traiter celle de l'Ouest, on va évidemment faire de la lutte antivectorielle, mais les programmes de traitement des individus ont un rôle extrêmement important dans cette transmission. Peut-être une question sur le moyen de lutte en passant par la mouche tsetse. Est-ce qu'il y a des moyens également d'éradiquer finalement cette mouche, peut-être en la modifiant génétiquement? Alors, il y a des tentatives qui ont été faites, notamment dans l'irradiation d'un certain nombre de mouches, en les modifiant, etc. On pourrait espérer des résultats plutôt intéressants dans des endroits qui seraient fermés, finalement, où il n'y aurait pas de contamination par d'autres mouches. Les îles peuvent représenter ce type de terrain. Pour l'instant, les moyens sont assez... ça demanderait trop de moyens pour enlever cette mouche des endroits où la transmission est réalisée. Et il faut aussi réaliser une chose. Moi, je suis médecin. Notre première préoccupation, elle est aussi de traiter les patients. Avec Médecins sans frontières, on a travaillé beaucoup dans ce domaine et on a traité des milliers et des milliers de patients. Et il est évident que tous ces efforts-là ont d'abord permis de sauver des vies, beaucoup de vies, mais ensuite ont cassé la transmission. Peut-être une dernière question en quelques mots. Finalement, est-ce que la maladie du sommeil reste malgré tout une maladie assez facile, en tout cas éradicable? Alors éradicable, je ne dirais pas.
Je ne dirais pas ça. Il faut se rappeler que dans les années 60, on pensait avoir gagné le combat. Il ne restait plus que 5000 cas par an à peu près dans le monde. Actuellement, et c'est remonté à plus de 10 000, 20 000 cas. On avait à un moment donné plus de 300 000 malades qui vivaient. C'est quand même quelque chose qui est énorme. Actuellement, les efforts faits par les programmes nationaux, par certaines organisations non gouvernementales, mais aussi les résultats de la recherche, qui a été particulièrement importante ici, nous permettent d'avoir des programmes de contrôle beaucoup plus efficaces. Attention, l'instabilité, comme on la voit dans les conflits, peut entraîner aussi des dérapages et peut malheureusement faire reprendre cette transmission. Donc maladie qu'on peut traiter, qu'on peut empêcher de devenir un vrai problème de santé publique, à condition que les conditions sanitaires soient bonnes, c'est bien ça. Exactement. Docteur Gastelu Etchegori, épidémiologiste, spécialiste de la maladie du sommeil, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est avec plaisir. Et c'est la fin